Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. L'amour à l'honneur ce 14 février, la fête de la Saint-Valentin, fête des amoureux, occasion pour s'échanger des mots doux, des cadeaux ou encore des roses rouges sur cette fête dédiée à l'amour dans ce journal. Attaque anti-israélienne en Inde et en Géorgie. Une diplomate israélienne a été gravement blessée à New Delhi alors que le même jour à Tbilissi, un engin explosif a été désamorcé. Téhéran est pointé du doigt par Tel Aviv. Mais parlons d'abord de la campagne électorale qui bat son plein. Le travail de la presse en ce moment, pas une mince affaire. Au niveau des rédactions, un dispositif spécial est mis en place pour assurer une bonne couverture médiatique. Constat de notre reporter Fanta Badji, elle a fait le tour de quelques organes de presse publics comme privés. Voici son reportage. J'ai demandé à l'India de poser la question au ministre des élections, mais malheureusement, c'est un peu... Le ministre lui a posé la question, il a pas pu. C'est l'ambiance habituelle que l'on retrouve dans les rédactions le matin. La traditionnelle réunion pour organiser les reportages du jour. Avec la présidentielle, c'est tout un programme qui est mis en place pour assurer une bonne couverture de l'événement. Le Soleil est un organe de service public. Donc on est tenu de faire une couverture complète de la campagne électorale, de faire remonter l'information qui relative aux activités des différents candidats. C'est un dispositif spécial qui a été mis en œuvre autour des différents candidats, puisqu'on a retenu au niveau de la rédaction de mettre sur 10 des 14 candidats un reporter pour le suivre sur l'ensemble de la campagne, des 21 jours donc de campagne. Certains organes ont même procédé à un réaménagement de leur grille des programmes avec bien sûr un plus, une large tranche réservée à la campagne présidentielle. Grand journal de la campagne, Bakary Domingo, note des candidats. Renforcer les émissions politiques, celles qui étaient à caractère bimensuel ou en fait qui passaient, si vous voulez, 2 fois dans le mois, donc passe au format hebdomadaire, c'est comme par exemple par conviction ou pile ou face. Donc on a pu créer d'autres émissions comme Carte sur table également qui reçoit toutes les semaines aussi un candidat. Au niveau du journal télévisé, nous nous sommes dit d'accord, on va essayer de faire la campagne, mais aussi de faire la campagne autrement à travers peut-être les mots de campagne. Tous les jours pratiquement, sauf au début de la campagne, nous avons en moyenne 14 à 15 pages consacrées à la campagne électorale. Donc c'est un volume de texte extrêmement important, piloté, managé par un staff rédactionnel qui a l'expérience, parce que nous avons l'expérience de la campagne électorale. Une campagne présidentielle mobilise sans conteste le plus de moyens matériels, humains et financiers. Conscients de l'enjeu que représente un tel événement, les entreprises de presse se sont préparées en conséquence. On a essayé dans un premier temps de faire le maillage. Une fois que le maillage a été effectué, de relever aussi le défi de l'organisation à l'interne, je veux dire, et donc ce qui nous permet d'avoir un bon retour. On a aussi des portables qui sont des portables intra qui nous permettent aussi de communiquer à l'interne, donc la communication passe très bien à temps réel et du point de vue national, on n'a aucun problème en termes de couverture, en termes de maillage, en termes de communication interne. Le dispositif humain est déjà mis en place, le dispositif matériel parce qu'on a donné à nos correspondants un enregistreur avec clé, on a donné aussi une clé internet et également un ordinateur pour faciliter le travail sur le terrain. Là aussi, il n'y a pas de problème de matériel, il n'y a pas de problème humain, il n'y a pas de problème aussi en termes de dispositifs mis en place pour relever le défi de l'organisation. On a suffisamment de ressources quand même pour faire face au travail, parce qu'il y a 25 personnes qui sont mobilisées pour cette campagne électorale, donc on arrive à s'en sortir. Avec la campagne, les 3/4 du personnel des rédactions sont affectés au desk politique. On a aussi maintenu 2 ou 3 éléments dans le desk faits divers, donc les faits de société qu'on continue de couvrir. En dehors de ça, l'actualité économique, l'actualité sociale continue d'être traitée, mais avec un personnel très réduit, 2 à 3 personnes qui sont détachées à ce niveau-là. Sinon, le gros du travail se fait en politique, parce que c'est là où on a quand même mobilisé plus de la moitié du personnel de la rédaction aujourd'hui.
il n'y a pas que la campagne. C'est vrai que la campagne domine l'actualité, mais il y a autre chose également que la campagne qui se passe durant cette période. Et pour ne pas donc léser certains au détriment des autres, donc on prend, s'il y a 3 ou 4 candidats, maximum 5 qui sont à Dakar, on mobilise 5 journalistes qui sont avec ces candidats, et le reste, on les fait faire autre chose, par exemple des autres reportages donc, qui concernent un peu l'actualité. Il est vrai que l'actualité est dominée par la présidentielle de 2012, une présidentielle qui intervient, il faut le dire, en plein Cannes 2012. Autant la campagne intéresse tout citoyen, autant le sport accroche téléspectateurs, auditeurs et lecteurs. Dans les salles de rédaction, on suit simultanément les 2 événements. Je vous le disais en titre, le 14 février, fête de la Saint-Valentin, fête des amoureux et de l'amitié pour certains. Les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges. La Saint-Valentin, fêtée ici au Sénégal et partout ailleurs dans le monde, est aussi une fête commerciale. L'occasion est saisie par les fleuristes, pâtissiers et autres pour faire de bonnes affaires. Lay Aïdadia nous en dit un peu plus. C'est le business de l'amour en cette fête de Saint-Valentin. En ville, les négoces se sont parés de leurs plus beaux atours pour attirer la clientèle. Fête dédiée à l'amour, la Saint-Valentin est avant tout et surtout une fête commerciale. La Saint-Valentin, les gens, ils ont plus tendance aujourd'hui, c'est ce que je disais au départ, plus tendance à dire je t'aime à leur chéri, à leur amoureux. Donc il y a une petite bourse qu'ils préparent, même si elle n'est pas très importante, ils ont toujours quelque chose à acheter à leur chéri. Les gens, ils aiment bien acheter leur petit chocolat, leurs petits bonbons, leurs petites choses comme ça, pour fêter. Comme les fleuristes vendent leurs fleurs. Des fleurs, justement, la vendeuse Fadel Ndiaye en a préparé une bonne 50aine. Elle espère que cette fête fera encore son affaire, comme c'est le cas chaque année. Je suis en train de préparer des roses à vendre. Elles coûtent entre 2000 et 2500 francs CFA. Je vais profiter de la fête pour faire de bonnes affaires parce qu'après, ça ne marche pas trop. Une conviction partagée par Madame Cochin. Depuis près de 20 ans, elle réussit très bien cette opération de Saint-Valentin. Tous les jeunes de Dakar viennent ici pour acheter leur carte postale, les peluches, marquées je t'aime, des verres, gros câlins, et les parchemins qui sont là pour se marquer voilà à quel point je t'aime. Et puis les verres, les doubles verres, toi et moi, pour le petit déjeuner. Et plein de choses, des cadres photos, on peut mettre la photo avec un cœur, peluche aussi, comme ça, c'est très mignon. En plus, c'est marqué, on peut parler avec ça, je t'aime. Pour dire je t'aime, justement, il faut de l'argent. La multitude d'articles proposés varie entre 1000 et 75 000 francs CFA. Les cartes 2000, 3000, 5000. Par exemple, ça coûte 15 000. Alors, il y a des gâteaux qui vont varier, comme j'ai dit, entre 10 000, le moins cher sera 10 000 et ça montera jusqu'à 15 et 20 000. Ça dépendra des tailles de gâteaux. Et les chocolats? Alors, les chocolats, on a fait des petits chocolats à base de ganache à la framboise. Et là, c'est à la vente au poids, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter par 100 grammes, par 200 grammes, par 500 grammes, ainsi de suite. Et on a fait des petits macarons au cœur qui vont servir pour la Saint-Valentin. C'est pour les toutes petites bourses. Et les chocolats, ils varient entre 7 500, 10 000, 12 500, 15 000 et au plus. Rien n'est en effet trop cher pour faire plaisir à son amoureux. Si le cœur veut faire quelque chose, la main aveugle, donc mettre les moyens, c'est pas trop mon truc. Moi, j'y pense pas. On est un peu stressé, mais en tout cas, je pense que ça va bien se passer parce que là, moi, je suis là pour commander un gâteau. Je compte acheter un cadeau pour mon chéri, une cravate, une chemise, je ne sais pas encore. Je ne vais pas lésiner sur les moyens parce que mon homme en vaut vraiment la peine. Chocolat, gâteau, carte d'amour, cadeau. Sortie au restaurant, chemise, belle tenue pour l'occasion, les amoureux prennent soin de tous ces petits détails pour dire leur amour. Je l'aime très fort, que je pense très fort à lui. Et pour ceux qui n'ont pas de Valentin, ils peuvent toujours se rabattre sur... Je n'ai pas de Valentin, c'est mon père qui est mon Valentin. Et qu'est-ce que tu dis à ton père? Je vais lui dire, papa, je t'aime beaucoup. En attendant de trouver un Valentin.
La Saint-Valentin est aujourd'hui de plus en plus fêtée par les Sénégalais. Les cadeaux favoris, les gâteaux, les chocolats et bijoux, une façon de renforcer davantage l'amour dans les couples. Ramatadem. La Saint-Valentin, fête des amoureux. Qui dit Saint-Valentin pense automatiquement à la rose, la fleur de l'amour. Aujourd'hui, ça coûte, il y a les pièces 2500, il y a 1500, il y a 1000 francs. Est-ce que c'est plus cher que l'année dernière? Non, pas tellement. Et les clients, ça se passe bien. Qui achète plus, les hommes ou les femmes? Oui, tout le monde en a assez ça, les hommes et les femmes, tout le monde en a, tous les amoureux en a assez ça. Les femmes, en bonne petite gourmande, aiment également la Saint-Valentin pour ses cadeaux, mais surtout pour ses pâtisseries avec ses gâteaux et chocolats. Comme vous le savez, la Saint-Valentin, c'est vraiment quelque chose qui rappelle quand on est en couple, quand on aime quelqu'un. C'est un signe un peu de rappel de l'amour qu'on porte à une personne. Et chaque année, on décide un peu d'accompagner notre clientèle en reprenant des gâteaux qu'on fait tout au long de l'année, mais en forme de cœur. Profitez bien de ce jour, mangez des gâteaux, mais pas trop. Et surtout, n'oubliez pas de dire à la personne que vous aimez, que vous l'aimez. La création inédite de cette année est le gâteau au bissap ou hibiscus, une merveille pour le plaisir des yeux et des papilles. Et cette année, la création, c'est l'hibiscus, un gâteau à base de bissap et de chantilly au chocolat blanc. On sent carrément le goût du bissap, une bonne mousse au bissap et une chantilly au chocolat blanc pour casser un peu l'acidité du bissap justement et rajouter une petite touche de sucre. La Saint-Valentin, c'est également ces bijoux qui font rêver toutes les femmes qui aimeraient bien, pour la fête des amoureux, voir une belle pierre au doigt ou un beau pendentif autour du cou. Alors, il y a certains qui préfèrent des parures, d'autres préfèrent des alliances, d'autres des bagues de fiançailles. Mais en ce qui concerne les bagues de fiançailles, on fait une grosse affaire avec. Ne vous inquiétez pas, vous les hommes, vous êtes également servis. Pour les hommes, on a des boutons de machette, on a des chevalières hommes, il y a aussi des gourmettes hommes. En tout cas, voilà autant d'idées de cadeaux pour faire plaisir à votre Valentin ou Valentine. Une belle occasion pour lui dire « je t'aime ». Mamadou et Fama, mariés depuis un peu plus d'un an et parents d'un mignon bébé de 4 mois, s'aiment à la folie. Ils ont pris le temps de se connaître puisqu'ils se sont fréquentés pendant 10 ans. Une histoire d'amour vécue et racontée par un jeune couple moderne. Nous retrouvons Ramatadem pour le reportage. Mamadou et Fama, un jeune couple qui s'aime mais qui se connaît depuis 10 ans. Mariés depuis peu, c'est-à-dire 1 an et demi, ils ont eu un petit bout de chou qui a désormais 4 mois. Mamadou et Fama reviennent sur leur concept de l'amour. Elle est très attentionnée, elle prend très bien soin de moi. Donc, disons que je regrette de ne pas m'être marié plus tôt avec elle. Donc, voilà. Et vous vous comportez comment avec elle? Bon, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie d'être le plus attentionné possible, d'être extrêmement gentil, surtout pas de violence, ni dans les propos, ni dans les gestes. Deux personnes ne peuvent pas vivre véritablement leur amour s'ils ne se connaissent pas, si elles ne se connaissent pas véritablement. Donc, l'amour parfait, doit passer d'abord peut-être par une amitié parfaite. Donc, c'est notre cas, en tout cas nous deux. Alors, Fama, quel témoignage vous ferez aujourd'hui de votre mari? Je dirais que c'est une personne exceptionnelle. C'est quelqu'un de bien, de gentil, d'attentionné et surtout quelqu'un qui prend soin de moi et de sa famille en général. Et comment il est à la maison? Comme les Sénégalais, c'est toujours madame qui est au service de monsieur? Pas tout à fait. Parfois, ça lui prend, mais pas toujours. Je m'occupe de lui, comme lui aussi, il le fait à son tour. Et pour vous, que représente la Saint-Valentin? Comment vous vivez la Saint-Valentin aujourd'hui tous les deux? C'est un jour que tout le monde, tous les amoureux du mois célèbrent, mais nous, on le vit tous les jours, je dirais. C'est quelque chose qui est vraiment symbolique, c'est pourquoi on a choisi un jour pour célébrer, mais n'empêche que tous les couples devraient vivre ça au jour le jour. Alors, et Mamadou, pour vous, comment vous vivez aujourd'hui cette Saint-Valentin avec madame? En fait, je pense qu'elle a trouvé la formule magique. En fait, Saint-Valentin, normalement, pour un couple normal, Saint-Valentin, c'est tous les jours.
Bon. Et pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu pour madame? Bon, on a prévu déjà une sortie, un dîner dans une très bonne place de Dakar, et puis avec un joli cadeau qui sera offert à madame. Et puis, en tout cas, de mon côté, c'est ce qui est prévu. Je ne sais pas ce qu'elle a prévu, elle. Ben, comme il l'a bien dit, on va sortir, on va se faire plaisir. Et de mon côté aussi, j'ai une surprise, je dirais. La vie de couple au jour le jour a changé. Ce n'est plus véritablement les mêmes choses. Donc bon, mais quand même, malgré tout, je pense qu'il y a des petits détails qui sont extrêmement importants. Qui sont? Bon, disons je sais pas quoi vous dire. Les petits, ce qui fait la force, disons, de la femme sénégalaise quand on la compare aux autres femmes africaines. C'est-à-dire soumise? Pas forcément soumise. Il y a certes la soumission, mais on peut être soumise de plusieurs manières différentes. Est-ce que tu comptes aussi un peu revenir en arrière, gérer comme nos parents gèrent, ou bien comme nos grands-parents, ou bien est-ce que tu comptes te comporter en femme moderne? Oui, un peu des deux, parce que pour nos parents, par exemple ma mère, elle s'est bien occupée de mon père. Si je prends l'exemple de bien cuisiner, faire le linge, on dira que là c'est révolu, mais n'empêche qu'on essaie de faire le maximum pour se rapprocher, parce que c'est des choses qui ont leur importance aussi. Ça sert à renforcer la cohésion au niveau du couple même. Donc il y a de petites choses qu'il ne faut pas laisser en rade. Mais par rapport à notre époque aussi, on veut vraiment vivre comme les Occidentaux, par exemple, mais d'une certaine manière. Il faut être au diapason de pas mal de choses, mais ça ne nous empêche pas de revenir en arrière s'il le faut. Et aujourd'hui, si vous avez quelque chose à changer chez Mamadou, qu'est-ce que vous changerez? Il est impatient, disons. Et qu'est-ce que vous préférez chez lui? Il est gentil, sa gentillesse. Vraiment. Et toi, Mamadou, qu'est-ce que tu changerais chez Fama? Bon, je vais faire certainement des jaloux, mais je ne changerai absolument rien du tout. Je la conserverai telle qu'elle. Et qu'est-ce que tu préfères en elle? Bon, disons, ça va faire vieux jeu, mais disons tout. Honnêtement, très honnêtement, voilà, sa manière de parler, sa manière de bouger, sa manière de s'occuper de moi, de s'occuper de notre petit, donc tout vraiment, ça va. Vous êtes fan de Fama? Bon, c'est elle qui est plutôt, j'ai un fan club, c'est elle la présidente, ça c'est sûr. Hein? Et il n'y a pas de second, hein? elle est la seule. Hein? Un bel exemple d'amour de Mamadou et Fama qui prouve aujourd'hui qu'on peut s'aimer tout en restant moderne. Ramatadem, vous l'avez dit, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. C'est l'occasion de manifester à un être cher son attachement indéfectible. Le 14 février, petits cadeaux, fleurs et cartes ont la côte. Mais pourquoi ne pas faire de l'année entière une Saint-Valentin? La vie à deux n'est pas un long fleuve tranquille, mais certains couples résistent au temps qui n'est pas toujours le meilleur allié de l'amour. Au-delà des roses, c'est un billet signé Omar Diaw. En toi, j'ai fait naufrage. Le jugement, loin d'être prosaïque, est tout simplement flatteur et sublime. On peut supposer que ce n'est pas que pure rhétorique philosophique, pas une ride à leur relation, quand eux en ont pris et fleurissent de la tête. Ça tient tout de même depuis 40 ans, 4 décennies, et le duo, au-delà de la Saint-Valentin d'un jour, devrait toujours inspirer ceux qui veulent convoler, se caser, enterrer un célibat longtemps prolongé. Contexte oblige. La Saint-Valentin tombe pile au milieu du mois le plus court de l'année. C'est un moment où on n'est pas comme Crésus et plus proche de Job. Pourtant, pour certains, il faudra coûte que coûte trouver un cadeau à sa Valentine exigeante ou à son Valentin ayant en ligne de mire une autre Valentine. Chacun y va de ses idées, de son cœur, grand ou petit, généreux ou pingre. L'amour que l'on célèbre le 14 février ne se nourrit pas de paroles et d'avarice, mais est si sûr de dépenser sans compter? Les cartes et les fleurs ont la cote pour l'événement, mais il ne faut pas oublier que la rose a fini par se confondre à la métaphore canonique de la fugacité de nos joies et même de l'existence. Et puis, même les roses ont des épines. Suffisant alors pour comprendre qu'un grand bouquet arc-en-ciel ne mène pas forcément au ciel.
dans une relation à deux, compte non tenu d'éventuels deuxièmes bureaux, il faut plus que colifichets, bibelots, bouquets et babioles. Si on veut célébrer des noces d'or, il faut s'armer de foi face aux épreuves inscrites dans la logique des choses. La fête passée, adieu les saints, dit le vieil adage. Les fleurs ont fané, le temps a passé, temps qui fortifie ou qui blesse, temps qui donne et qui reprend. Alors, cueillons le jour d'aujourd'hui, carpe diem. Les histoires d'amour alimentent la vie de tous les jours et en ce jour de Saint-Valentin, l'amour retrouve sa place, reprend tous ses droits et devoirs. L'amour est toujours là, comme un conte de fées. La légende continue et se déclame comme un poème. Ibrahima Diédhiou. L'amour, il n'est pas parfait, il se fait, se fête. Il est là, il n'est pas lassant, il est absent, il est présent. Il est riche, il appauvrit, il est niche, il est prison. Il est cru, il peut être cruel, il est fort, il affaiblit, il est blanc, noir, il existe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il est indéfinissable, intarissable. Il est béni, il est pénible. Il est attrayant, terrifiant. Il est animal, matinal, il est sans heure. Il est civil, militaire. Sans grade, il garde jeunesse. Il est grand, il ne met pas de gants. Il est crédible, il ne se paye pas cash. Il est mythe, réalité. Il est utopique, il fait rêver. Il est originel, original, il orne la vie. Il est l'âme qui meurt en douceur dans l'âme sœur. Il est douleur, il est couleur. Il est enfant, il est adulte. Il est naissance, il est renaissance. Il est Clément, Clémentine, Valentine. Il est Saint, il est Valentin. Il est Roméo, il est Juliette. Il est légende, c'est toute une histoire. Il est furtif, il est éternel. Il n'est ni haine, ni rancune. Il est compassion, il est passion. Il n'est pas chantage, il fait chanter en chœur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre dossier Saint-Valentin et bonne fête à tous les amoureux. Nous changeons maintenant de chapitre pour parler de ce nouvel instrument de travail pour les acteurs et bénéficiaires de la commande publique. Il s'agit de la deuxième édition du recueil de textes juridiques. L'Agence de régulation des marchés publics a procédé lundi à la réception symbolique de 2000 exemplaires à Hamdao. La version 2011 du recueil contient 6 textes juridiques. Il s'agit de l'ensemble des dispositions qui régissent l'organisation des marchés publics. Les textes ont été actualisés au profit des acteurs de la commande publique. Ce recueil contient les directives de l'UEMOA, notamment les articles 4 et 5 qui consacrent la régulation et les marchés publics, le code des obligations de l'administration, le COA, le décret portant code des marchés publics. Alors donc c'est l'ensemble des textes qui touchent le domaine des marchés publics au niveau du Sénégal comme au niveau de l'espace UEMOA. En plus de consolider les acquis, le nouveau code des obligations de l'administration introduit beaucoup d'innovations. L'avis est du ministère de la décentralisation et des collectivités locales. On parle aujourd'hui au Sénégal de marché public, on parle aujourd'hui au Sénégal de délégation de services publics et on parle aujourd'hui au Sénégal de partenariat public-privé. La GIZ Prodel, partenaire de l'ARMP, est à nouveau intervenue dans le financement de la deuxième édition. Un appui de taille pour cette institution qui se charge aussi de la formation de plusieurs acteurs. Avoir l'ensemble de ces dispositions au niveau du code du recueil des marchés publics est un élément important pour permettre à tout un chacun de savoir exactement d'abord tous les objectifs qui sont poursuivis, mais également toutes les dispositions à respecter. Tout à l'heure, Madame le directeur de la CAEL a rappelé l'exigence de rendre compte, qui est un élément fondamental, essentiel dans la réforme des marchés publics. Avec les 2000 exemplaires du recueil, le nouveau code des marchés publics a toutes les chances d'être mieux vulgarisé, ce qui pourrait permettre une application plus stricte de ces dispositions. En marge de cette rencontre, le directeur de l'ARMP s'est prononcé sur la modification de l'article 3 du Code des marchés publics. L'agence n'a pas été consultée et il n'est pas question de remettre en cause les prérogatives de l'État. C'est l'avis de Sayer Niang que je vous propose maintenant d'écouter au micro de Aramdao. En vérité, c'est l'article 3
2 alinéas de l'article 3 ont été touchés. L'un des alinéas pose un peu le problème donc de tout ce qui est assistance, arbitrage, représentation juridique, etc. Donc on l'a modifié, on y a glissé quelques mots. Nous ne savons pas pour l'instant quel est le contenu qu'on lui donne, puisque nous ne sommes pas à la base de la réforme et nous n'avons pas encore vu les décrets, les arrêtés d'application pour savoir exactement qu'est-ce qu'on cherche à travers ces nouveaux mots. Parce que nous avions une considération sur ces questions-là, puisque dans cet alinéa-là, on était dans le processus de la conciliation, de l'arbitrage, de l'assistance et représentation juridique, un couple de mots, mais qui était indissociable. Cette fois-ci, on a isolé le concept d'assistance. Je ne sais pas pour l'instant quel est le contenu qu'on lui donne. L'autre élément qui a été modifié, donc, c'est sur l'acquisition de combustible. Bon, là également, on l'a sorti du code des marchés publics. Ça pose un problème parce que c'est un marché de plusieurs milliards, de plus de 100 milliards. Ça représente à peu près 20% du poids financier des marchés publics. Le sortir du code des marchés publics, il faut en avoir la justification. Nous ne sommes pas en train de dire que nous remettons en cause la prérogative de l'État de prendre une décision, mais si l'État nous avait associés, si on savait l'objectif de l'État, on lui aurait montré qu'il est possible, en restant conforme et en utilisant les outils et les instruments du Code des marchés publics, d'arriver à la solution. On peut arriver à l'objectif d'efficacité et d'économie que recherche certainement l'État, puisque l'État également recherche cela. On peut y arriver dans le respect des dispositions actuelles du Code des marchés publics. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore dégagé une position de l'ARMP. Une réunion est prévue du Conseil de régulation. Nous allons analyser sereinement la question. Et donc, si nous estimons qu'il est nécessaire de retourner, en tout cas de susciter une négociation avec l'État, discussion avec l'État, pour lui faire comprendre que ton technicien en matière de marché public pense qu'il faudrait peut-être reprendre la question sous cet angle-là. L'actualité hors de nos frontières à présent, montée de tensions après des attaques anti-israéliennes en Inde et en Géorgie. À New Delhi, une diplomate israélienne a été grièvement blessée dans un attentat, alors que le même jour, à Tbilissi, la police a désamorcé un engin explosif découvert dans la voiture d'un diplomate. Tel Aviv accuse Téhéran d'être derrière ces attaques. Toute la presse indienne titrait ce mardi matin sur l'attentat qui avait visé la veille une diplomate israélienne à New Delhi. Selon un témoin et les premiers examens des vidéosurveillance, l'attaque a été perpétrée par un motocycliste qui a accroché en passant un engin à une voiture stationnée devant l'ambassade d'Israël. L'explosion qui a suivi a blessé grièvement la diplomate Tal Yehoshua, épouse de l'attaché de défense israélien, et plus légèrement 3 Indiens, dont le chauffeur. Le jour même en Géorgie, la police désamorçait un autre engin explosif découvert dans la voiture d'un employé de la représentation diplomatique de l'État hébreu à Tbilissi. 2 opérations intervenues le jour anniversaire de l'assassinat en 2008 à Damas d'un important cadre dirigeant du Hezbollah libanais pro-iranien. Elles ont aussitôt entraîné à Tel Aviv une salve d'accusations contre Téhéran. Le chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont tous les deux rappelé la multiplication des attaques contre des Israéliens dans le monde, notamment en Azerbaïdjan, en Thaïlande ou ailleurs. Nous savons qui a fait ça. L'Iran n'est pas seulement en train de fabriquer une bombe et menacer de détruire d'autres peuples. L'Iran et le gouvernement iranien sont aujourd'hui le quartier général central du terrorisme et de la haine. Des accusations lourdes de menaces en pleine crispation sur le programme nucléaire iranien. Lutte contre la drogue dans les aéroports africains, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, en visite au Sénégal, tire un bilan positif des opérations Cocker 3. Elles ont permis de saisir 600 kg de stupéfiants et plus d'1,8 milliard de francs CFA en une semaine. Et c'était au cours d'un point de presse tenu lundi en présence du directeur général des douanes sénégalaises, Abdoulaye Fofana Seck. Organisé par l'OMD, l'Organisation mondiale de la douane, en partenariat avec Interpol et soutenue par l'Union européenne, les opérations Cocker 3 ont permis la saisie d'une importante quantité de drogue en une semaine. Pour rappel,
La COCER est une coopération conjointe entre la douane, la police et la gendarmerie dans différents aéroports sélectionnés en Afrique de l'Ouest, du Centre et du Brésil. L'objectif est tout simplement de mieux lutter contre le trafic aérien de stupéfiants. Tous les services concernés à cette lutte contre les fraudes doivent être mobilisés. Et cette conférence de presse sur le COCER 3, c'est une belle démonstration que nous ensemble travaillons ensemble pour le bénéfice de protéger les citoyens et non seulement au sein de ce pays, mais aussi pour les citoyens du monde. Dans la même veine, Son Excellence, Madame l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne à Dakar, s'est appesantie sur l'importance de la lutte contre ce fléau. Je voudrais, au nom de l'Union européenne, féliciter l'Organisation mondiale des douanes qui a mis en place cette opération pour la saisie importante non seulement de drogue, mais aussi de capitaux, d'armes, de produits contrefaits et illicites d'objets d'art que cette opération a permis de réaliser. La lutte contre la drogue nécessite la collaboration de tous les services, a réaffirmé le directeur général des douanes. Son efficacité ne saurait s'accommoder d'initiatives isolées et individuelles, mais plutôt exige des actions concertées dans une parfaite synergie. C'est tout le sens qu'il convient de donner aux différentes opérations COCER, qui constituent de véritables actions conjointes et concertées pour faire face à la menace réelle du trafic de la drogue, qui menace l'équilibre de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui nous préoccupe. En ciblant notamment le vecteur aérien en tant que route de la drogue, la communauté internationale a voulu renforcer les contrôles dans les aéroports internationaux d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du Maroc et du Brésil, en vue de faire barrage à l'acheminement de produits stupéfiants vers l'Europe. Auparavant, le secrétaire général de l'OMD a félicité et remercié le ministre d'État Abdoulaye Diop, ministre de l'économie et des finances, pour le soutien apporté aux opérations COCER 3. Au niveau national, 370 kg de chanvre indien, c'est la quantité de drogue saisie à Mbour dans le cadre de l'opération antidrogue que mène la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, justement, qui s'est donné comme objectif de tout faire pour éradiquer le fléau dans cette localité. Louis-Philippe Sagna. C'est déjà un signal fort, un avertissement pour tous ceux qui tenteraient de s'adonner à cette pratique illicite. La brigade de Mbour compte exécuter à la lettre les recommandations du haut commandant de la gendarmerie nationale. Nous avons entrepris des opérations antidrogue dans le secteur de la brigade de gendarmerie de Mbour. 370 kg de chanvre indien ont été saisis, dont 100 kg à bord d'un véhicule 405 en partance pour Dakar. Les 270 autres à bord d'une charrette, et 10 produits devaient être évacués ou bien étaient destinés à un pays voisin. Les auteurs ont été appréhendés et mis à la disposition de la justice. L'enquête suit son cours en vue de démanteler tous les autres membres de cette bande. Tout faire pour éradiquer ce fléau qui fait des ravages. C'est le credo des Pandores. Les hommes en bleu ont décidé d'élargir cette opération antidrogue pour barrer la route à tous les malfaiteurs. Dans l'actualité nationale toujours, Dieu nous invite à pratiquer la paix quoi qu'il advienne. Ce sont des propos du porte-parole de la famille maraboutique de Yassane. Mouhidine Ahmed Bachir Kounta a tenu une conférence de presse et c'était en marge de la cérémonie officielle du Maouloud 2012. Nous l'écoutons au micro de Habibou Mbaye. Quand maintenant nous avons choisi comme l'an passé la paix et la cohésion sociale comme thème, nous voulons simplement mettre l'accent sur la paix. C'est As-Salamu. C'est l'un des 99 noms de Dieu dans le Coran. As-Salamu, qui signifie la paix. Dieu nous invite à pratiquer la paix, quoi qu'il advienne, quand il nous met en garde contre des troubles, contre la violence, qui est considérée comme un incendie qu'on allume et qui va certainement toucher des innocents. Car littéralement c'est ça. Méfiez-vous du feu que vous allumez et qui peut brûler et qui pourrait brûler des innocents.
quand le prophète considère la violence comme un démon endormi et appelle la malédiction divine sur celui qui réveille ce démon. Donc, en ce qui concerne l'islam, la paix, la non-violence sont fondamentales. Alors, quand on voit que des Occidentaux veulent simplement nous faire pratiquer des choses qu'ils n'accepteraient jamais chez eux, je dis quel est celui qui, au nom de la liberté d'expression, se permettrait en Occident ou ailleurs d'utiliser des supports médiatiques pour faire l'apologie d'Al-Qaïda ou du terrorisme? Qui oserait le faire? Alors nous, au nom de la liberté d'expression, on veut nous amener à des extrémités, puisque la liberté absolue conduit à l'anarchie. Ça, c'est indéniable. Il faut que la liberté soit surveillée par le sens de la responsabilité. Et nous restons toujours sur ce chapitre religion pour parler maintenant de l'Église catholique qui a célébré ce dimanche la 20e journée mondiale des malades, événement marqué ici au Sénégal par un pèlerinage des malades, personnes âgées et porteurs de handicap à Popenguine. Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack, a présidé la cérémonie, nous dit Louise Bitza. Sanctuaire Notre-Dame de Popenguine, c'est ici au pied de Notre-Dame de la Délivrante que les pèlerins sont venus implorer la grâce divine, une grâce pour accompagner les prières de guérison, intercession de la Vierge Marie, recueillement, le tout dans un élan de spiritualité. Chers malades, chers fidèles pèlerins, que le Dieu de toute miséricorde vous accueille pleinement en ce jour et qu'il vous bénisse dans sa tendresse. Avec l'apôtre Paul, nous le louons pour ce jour que sa bonté nous donne. L'initiative date depuis 32 ans, l'âge de la maturité. C'est une foule grandie dans la foi qui s'est déplacée à Popenguine pour confier en toute confiance ses intentions de prière au Seigneur. Jésus dit, à la fin de temps, au jugement, on nous dira, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, etc. Donc s'occuper des personnes les plus vulnérables, c'est cela, venir en pèlerinage avec les malades. Donc l'Église attache une grande attention à cet aspect et nous sommes très reconnaissants au pape Jean-Paul II d'avoir instauré une journée mondiale du malade. Relève-toi et poursuis ton chemin, ta foi t'a sauvé. C'est le thème retenu pour cette année. En communion avec les malades et les affligés, les pèlerins ont pris conscience de leurs limites et faiblesses en se tournant vers Dieu à qui ils ont confié leur peine. Et nous en venons au sport pour boucler cette édition. Football, les 23 lions sélectionnés pour le match amical contre l'Afrique du Sud sont connus. Seuls 9 joueurs sur les 23 qui ont participé à la CAN 2012 ont été rappelés par l'équipe, par le staff technique intérimaire. Le gros de la troupe vient de l'équipe nationale olympique qui prépare le match de barrage contre la Syrie, qualificatif aux JO de Londres 2012. Pabiram Bigendiaï. Une nouvelle génération de footballeurs fait son apparition en sélection. Un tournant complexe, voire compliqué, après l'échec d'Oubata. De nouveaux visages comme celui de Ricardo Fati, qui va retrouver le grand frère Doudou Chak, un des rares escapés de la CAN retenu par le staff intérimaire. Ils sont 9, le vice-capitaine Kader Mangan, les 2 gardiens Koundoul et Hadim, qui retrouvent Momo Djamé, Chermeng, Papis Demesissé, Ndiaydem et Damdouy. À leur côté, 4 joueurs vont enfiler la tunique nationale pour une première fois. Pape Gueye, le défenseur de Métalliste en Ukraine, le milieu de terrain d'Anderlecht, Cher Kouyaté, qui était aux portes de la sélection belge. Il y a aussi l'attaquant du FC Malines, toujours en Belgique, Boubacar Djaliba Djabang, sans oublier Ricardo Fati. C'est aussi les retours en sélection de Mambiram Diouf, Matartoun et Idrissa Gana Gueye, les oubliés de la CAN 2012. Et dans cette sélection, l'équipe nationale olympique
se taille la part du lion, avec des cadres comme Ibrahima Baldé, l'attaquant vedette d'Osasuna en Liga espagnole, le solide défenseur d'Académica dans l'élite portugaise, Abdoulaye Ba, l'attaquant Moussa Konaté, le goléador du Maccabi Tel Aviv en Israël. Sans oublier les 2 défenseurs Pape Ndiaye Souaré de Lille et Zarko Touré de Boulogne en France, et le nouveau meneur de balle de Sandal de Norvège, Stéphane Badji. Bref, il s'agit de réussir une transition difficile, un virage périlleux, pour bien rebondir en juin 2012. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Abibou Maï. Merci de votre fidélité. Bonsoir.